Merci Pascal pour l'invitation d'abord et merci à l'IRSPOM aussi de m'accueillir aujourd'hui. Merci à vous d'être présent. Vous avez là le sujet que je vais essayer de traiter. Bon, c'est un sujet très ambitieux. On m'a donné 40 minutes maximum, c'est très insuffisant, mais je vais essayer de rester dans le temps. Alors je commence par, disons, les inquiétudes du consommateur. Sur la gauche, vous voyez toutes les questions que se posent les consommateurs, non seulement en France, en Europe, mais partout dans le monde, notamment avec l'impact des nouvelles technologies comme les organismes génétiquement modifiés ou les produits agrochimiques comme le glyphosate. Et ceci, ça signifie qu'il y a ce qu'on appelle l'angoisse du mangeur devant l'avenir. Et cette angoisse est amplifiée par des crises sanitaires qui sont récurrentes un peu partout dans le monde. Et la dernière en date, c'est en France, c'est la crise des laits maternisés qui étaient contaminés avec des salmonelles. Le groupe Lactalis, qui était à l'origine de ceci, avait négligé de bien nettoyer les ateliers de fabrication, etc. Bon, ça fait vraiment beaucoup de foin, si je puis dire, même si l'impact a été très faible, puisqu'il y a eu 30 nourrissons qui ont été incommodés par des diarrhées, donc c'était vraiment pas grave. Mais psychologiquement, ça a été très très mal reçu. Alors la deuxième préoccupation, c'est une préoccupation citoyenne. La société civile s'interroge de plus en plus et de façon très critique vis-à-vis du lobbying que font les industriels, notamment de la pharmacie qui vous intéresse, mais aussi de l'agroalimentaire, pour essayer de ralentir des évolutions réglementaires qui sont faites dans l'intérêt du consommateur. Et je vous donnerai tout à l'heure un exemple en France qui est particulièrement frappant. Alors mon exposé se déroulera en 3 points. Bon, d'abord, essayer de vous démontrer de façon factuelle que nous sommes dans un état d'insécurité alimentaire partout dans le monde. Ensuite, on traitera des scénarios de prospective et on va entamer la réflexion vers comment améliorer la situation avec, comment dirais-je, l'évolution des politiques publiques en matière d'alimentation. Et en conclusion, quelques mots sur les conditions politiques du changement alimentaire. Alors l'insécurité alimentaire, elle s'analyse à travers un concept théorique qu'on appelle le système alimentaire. Vous avez là la définition, c'est-à-dire, en gros, si vous voulez, c'est la façon dont les groupes humains s'organisent dans l'espace. Là, il y a la notion géographique. Par exemple, on peut avoir le système alimentaire du Québec, du Canada, de l'Amérique du Nord, etc. Et dans le temps, donc ça, c'est tout au long de l'année, comment est-ce qu'on se nourrit, comment on fabrique sa nourriture et comment on la consomme. Et c'est visualisé par un schéma, bon, aujourd'hui très connu. Ici, je l'ai marqué. Je l'ai indiqué sous forme de chaîne alimentaire, mais en fait, le système, ça veut dire qu'il y a de l'interdépendance qui est représentée ici par des flèches entre les différents maillons du système alimentaire. Au cœur, vous avez l'agriculture, en amont, la fabrication de semences, etc. En aval, la transformation par l'industrie alimentaire des matières premières agricoles, parce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le Canada, 95% des aliments absorbés ont été transformés par l'industrie. Ensuite, ces produits transformés sont acheminés par des circuits commerciaux et on a les consommateurs. La flèche verte en bas attire votre attention sur une préoccupation récente, c'est le recyclage des déchets alimentaires, parce que c'est un scandale du point de vue de la morale, mais aussi du point de vue économique et technologique. Alors si je veux préciser ça par une typologie des systèmes alimentaires dans le monde. Les systèmes alimentaires sont très très nombreux. Hein. On ne peut pas les dénombrer d'ailleurs. À mon avis, il y en a plusieurs centaines de façons différentes donc de produire et consommer ces aliments. Mais pour des raisons didactiques, on résume ça en trois blocs. Le premier bloc, c'est ce qu'on appelle l'agro-industrie. C'est 51% de l'humanité qui est dans ce système, qui se nourrit donc avec des produits agro-industriels. Ensuite, vous avez encore beaucoup de gens, du fait du sous-développement, qui sont dans une configuration traditionnelle. Et enfin, entre les deux, vous avez des formes intermédiaires. Et le gisement du système alimentaire du futur, le système durable, que nous espérons tous, il est dans ces formes intermédiaires actuelles. Alors, quelques mots pour décrire le système alimentaire agro-industriel. D'abord, vous avez là 3 photos. La photo agricole, on voit bien l'industrie à l'œuvre dans l'agriculture, puisque vous avez un bataillon de moissonneuses-batteuses, c'est du soja au Brésil. Hein. En dessous, vous avez une laiterie avec une tuyauterie très sophistiquée. Et puis, le bateau, eh bien, ça signifie
la logistique qui est nécessaire pour acheminer les aliments. Les caractéristiques sont les suivantes. C'est un modèle intensif. Beaucoup de produits chimiques sont utilisés pour fabriquer nos aliments. Deuxièmement, il est très spécialisé. Quand vous voyez ce champ de soja au Brésil, qui est immense, il fait plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers d'hectares, vous voyez bien qu'il y a une spécialisation qui n'est pas, comment dirais-je, la configuration naturelle du paysage qui, par définition, est diversifiée. Ensuite, c'est concentré, c'est-à-dire c'est aux mains de très très grandes firmes. C'est mondialisé, ça c'est le bateau, c'est le commerce. Le commerce alimentaire est quelque chose aujourd'hui de très ouvert. Et enfin, il est financiarisé. Ça, c'est la préoccupation, la caractéristique la plus inquiétante, parce que ça signifie finalement que le pilotage du système alimentaire est fait par des grandes firmes, des sociétés anonymes, dont l'actionnariat n'est plus l'actionnariat traditionnel, familial, industriel, bancaire, etc. C'est un actionnariat qui est à base de fonds d'investissement spéculatifs. Et le fonds d'investissement spéculatif, il est court-termiste, il n'a pas de vision stratégique, hein, c'est-à-dire de vision longue. Et deuxièmement, il exige des taux de profitabilité extrêmement élevés. Et en conséquence, le profit plus l'immédiateté, ça fait quelque chose qui est peu compatible avec une bonne alimentation. Alors, là j'ai commencé à esquisser une critique qui d'ailleurs, selon certains mouvements associatifs, est beaucoup plus virulente que ce que je peux faire. J'essaye de rester, disons, modéré parce que je suis chercheur. Et je vais d'abord vous dire que ce système, il nous a apporté de grands bienfaits. Au niveau de l'humanité, la production de nourriture s'est développée beaucoup plus vite que la population. Et donc, comment dirais-je, les théories malthusiennes, hein, qui prédisaient le contraire, que la population allait augmenter plus vite que la production et qu'il en résulterait des famines gigantesques, eh bien, heureusement, ça ne s'est pas révélé. Et on a fait des progrès puisque en 1930, on comptait 30% de sous-alimentés dans la population mondiale et aujourd'hui, il n'y en a plus que 11%. Mais attention, la sûreté alimentaire, elle s'est accrue, mais la sûreté, c'est pas la sécurité alimentaire, comme je vais vous l'indiquer. Alors, les aliments plus sûrs, hein, c'est tout simplement la diminution très forte des maladies infectieuses par une mauvaise alimentation, une alimentation contaminée. En France, ça a été 15 000 décès par an en 1950. Aujourd'hui, on est à 160. Donc, vous avez divisé par un facteur 100, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Mais la sûreté, ça, c'est la sûreté, disons, sanitaire, hein, des aliments. C'est pas la sécurité. La notion de sécurité, c'est une notion beaucoup plus qualitative et qui dit que eh bien, la sécurité alimentaire est assurée lorsque tous les habitants sont nourris en quantité suffisante, mais avec des aliments de qualité qui leur procurent du bien-être et qui ne les rendent pas malades. Or, aujourd'hui, on a fait des méta-analyses. Par exemple, en France, on a fait une analyse sur 100 000 personnes, c'est vraiment quelque chose de considérable, et on a révélé des corrélations inquiétantes entre la consommation de plats ultra transformés, les plats cuisinés, les boissons sucrées, etc., les sodas, et des cancers, le cancer, enfin certaines formes de cancer. Et donc c'est quelque chose qui est tout à fait préoccupant et dont on ne parlait pas il y a 20 ou 30 ans. Alors ici, ce sont des statistiques de l'OMS dans lesquelles vous constatez que eh bien, ces maladies d'origine alimentaire, c'est la deuxième partie du tableau, elles sont en progression très très forte. Hein. Bon, parmi les principales maladies d'origine alimentaire, c'est-à-dire causes directes ou indirectes fortes, il y a le cardiovasculaire, évidemment. Ça a progressé de 23% en 15 ans. Les cancers, que je viens d'évoquer, également 23%. Le diabète de type 2, 66%. C'est quelque chose qui commence à être médiatisé, mais qui l'est assez peu encore. Mais on est à plus de 600 millions de diabétiques dans le monde avec des taux de mortalité élevés. Malheureusement, ça raccourcit beaucoup la vie. Et c'est quelque chose, si vous voulez, dont les gouvernements ne sont pas encore saisis et qui ne sont pas encore traduits en politique alimentaire, malheureusement. Donc retenez, maladie d'origine alimentaire, plus 17% entre 2000 et 2015. C'est-à-dire que les lobbies industriels qui affirment que l'alimentation est de plus en plus sûre, eh bien, ils sont dans le mensonge, évidemment. Alors, un exemple sur le surpoids. Bon, il y a presque 2 milliards d'adultes en surpoids aujourd'hui dans le monde, d'après l'OMS, dont 600 millions en IMC supérieur à 30, hein, ce qui est considérable. 41 millions, ça touche beaucoup les enfants. Et la prévalence de l'obésité a plus que doublé en l'espace de 30-35 ans.
Aujourd'hui, il y a plus de mortalité par surpoids, c'est-à-dire par excès de nourriture, que par déficit de nourriture. Et dans les pays en voie de développement, ils sont également concernés par ce double fardeau, les gens qui meurent de faim et en même temps les gens qui meurent par suralimentation. Alors je passe aux aspects économiques maintenant. Ils sont extrêmement intéressants. Ça c'est pour la France, mais la courbe au Canada, aux États-Unis, etc. serait identique. Vous voyez en bleu, c'est ce qu'on appelle le coefficient budgétaire alimentaire. Donc c'est la part du budget des ménages qui est consacrée à l'alimentation. Eh bien, c'était de 30% en 1960 et aujourd'hui c'est tombé à 15%. Donc ça a été divisé par deux. Alors ça ne signifie pas que la dépense alimentaire en euros a diminué. Hein. Elle a quand même augmenté. Mais elle s'est faite, si vous voulez, l'augmentation s'est faite beaucoup moins vite que sur d'autres dépenses, par exemple les loisirs, etc. Et la courbe en rouge, c'est l'augmentation des dépenses de santé. Bon, dans un système extrêmement protecteur comme le système français, où la sécurité sociale rembourse beaucoup de choses, hein, évidemment, c'est pas payé directement par les... C'est pas une dépense directe des ménages, mais c'est une dépense par la redistribution fiscale. C'est-à-dire le système de sécurité sociale est financé par le budget public et en conséquence, c'est indolore, si je puis dire, pour le consommateur. Donc les deux courbes sont en passe de se croiser. C'est une absurdité économique et politique, puisque si on se nourrissait correctement, selon les recommandations des nutritionnistes, eh bien le budget de santé, de dépenses de santé, diminuerait considérablement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui s'explique par le phénomène du lobbying que je vous ai énoncé. L'industrie pharmaceutique a intérêt à vendre de plus en plus de médicaments et à ce que ces médicaments soient remboursés à 100%, et c'est le cas en France, il y a un lobby terrible, très très fort pour que les médicaments, les nouveaux médicaments, soient remboursés en totalité. Et de l'autre, vous avez le lobby de l'agro-industrie que j'ai déjà évoqué et qui est là pour dire attention, pas de réglementation sur la diminution des corps gras, des sucres et des sels dans l'alimentation, etc. Alors ça, c'est une étude extrêmement intéressante, hein, que je vous encourage vraiment à lire. C'est ce qu'on appelle les coûts cachés dans l'alimentation au Royaume-Uni. C'est très récent. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous achetez un aliment, vous payez quelque chose. En fait, vous allez payer le processus de production et de transformation, de production agricole, transformation et commercialisation, comme je l'ai expliqué. Mais vous ne payez pas du tout les impacts négatifs qu'ont ces aliments achetés sur un ensemble de facteurs, et en particulier sur la santé. Au Royaume-Uni, la moitié des coûts cachés, ce sont des coûts de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, etc. Ensuite, vous avez un quart qui est la pollution, etc., l'environnement, 26%, la perte de biodiversité qu'on aurait pu mettre avec les dégâts sur l'environnement, les importations, etc. Alors, quelques détails rapides hein, sur les maladies qui sont à l'origine de ça, c'est celles que j'ai citées. Vous avez ici ce qu'on appelle les coûts cachés imputables à la consommation alimentaire, donc de mauvais produits. Ça représente 45 milliards de livres au Royaume-Uni. Et ceux qui sont dus à la production, par exemple le traitement des animaux avec des antibiotiques, tous les produits qui empoisonnent l'environnement, etc., ça représente 16 milliards de livres. Donc au total, c'est ce qui est en rouge en bas. Lorsque le consommateur dépense une livre pour acheter sa nourriture, eh bien, le système fiscal, hein, c'est toujours la même chose, est obligé de dépenser autant et remet une livre pour qu'il y ait moins de pollution, pour guérir des maladies d'origine alimentaire, etc. C'est quelque chose qui est vraiment très frappant. Bon, les chercheurs sont convaincus, le diagnostic est robuste, mais malheureusement, les politiques ne prennent pas ça en compte parce que ce sont des mesures qu'il faut prendre sur le très long terme, qui dépassent largement la durée des mandats électoraux. C'est pour ça que ça bouge très très lentement en matière de politique alimentaire. Bon, le système traditionnel, c'est très connu, petites exploitations agricoles, faible organisation, et surtout les rendements sont très faibles. Hein, par exemple, pour la production de riz, entre le riz qu'on fait au Sénégal et le riz qu'on fait en Camargue en France, donc dans un système agro-industriel, les écarts de rendement à l'hectare sont de 1 à 10. Et évidemment, cette faible productivité, elle fait que tout est consommé sur place par les familles de paysans. Hein, et comme il n'y a pas d'excédent qui est dégagé, c'est une pauvreté extrême. Hein. Et voilà. Donc maintenant, je vais regarder
les principaux paramètres. La sous-alimentation, ça ce sont les courbes qui indiquent la prévalence de la sous-alimentation, à la fois en millions d'individus, c'est la courbe orange en haut, et en pourcentage de la population totale, c'est ce qui est en noir en bas. Donc c'est un peu ce que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ça a diminué jusqu'en 2015, et puis depuis 2015, ça a tendance à augmenter. Je ferai une remarque à propos de la sous-alimentation. La principale cause de la sous-alimentation, ce sont les guerres civiles et les répressions politiques. C'est par exemple au Yémen, où il y a une terrible crise alimentaire, au Soudan, etc. Dans les pays qui sont déstabilisés par les guerres et par des dictatures, hein, bon, on dit souvent que le plus grand affameur de l'humanité, dans l'histoire récente, c'est Staline. Staline et Mao, d'ailleurs, ils se disputent la palme. Hein. Ils ont tué l'un et l'autre entre 20 et 30 millions de personnes en les affamant. Donc, il y a aussi les causes des catastrophes naturelles, la sécheresse, etc. Mais c'est d'abord des causes politiques. Hein. Alors, si je fais un bilan maintenant, c'est un peu ce que je viens de démontrer. Il y a 2 milliards de gens qui sont en déficit alimentaire, soit manque de calories, soit manque de vitamines, etc., de micronutriments. Et puis vous en avez 2 milliards qui sont en excédent et qui se manifestent donc par du surpoids et puis les maladies que j'ai indiquées d'origine alimentaire. Tout ça, ça fait plus de 40% de la mortalité totale selon l'OMS. Et les économistes ont chiffré ça, c'est énorme. Hein. Les coûts liés à la mauvaise alimentation, c'est 4 à 5% du PIB mondial. Donc si on arrive à améliorer ça par justement la prévention des maladies d'origine alimentaire, on va faire des économies considérables, ce qui permettra d'investir évidemment dans d'autres secteurs, par exemple la santé, etc. Bon, ensuite, vous avez une instabilité des marchés, les cours sont très volatiles, hein. L'environnement est dégradé par l'agro-industrie et la valeur est très mal partagée dans les acteurs de la filière que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que les agriculteurs, c'est les parents pauvres. Quand on partage le gâteau payé par le consommateur, l'agriculteur, bon, au Canada, il doit avoir 10%. Et tout le reste, c'est l'agro-industrie, le commerce, les banques, etc. Et puis, il y a l'opacité informationnelle, c'est-à-dire que il y a la publicité, par définition, elle est biaisée. J'allais dire, elle est mensongère, c'est un peu excessif, mais elle essaye d'inciter à consommer, quelle que soit la qualité du produit. Alors, la prospective. En prospective, si vous voulez, c'est une science, enfin on pourrait dire une technique et un art, hein, parce qu'il faut avoir beaucoup d'intuition pour faire de la prospective. La prospective consiste à imaginer les futurs possibles. Qu'est-ce que sera l'alimentation en 2050 ? Il y a eu énormément de travaux publiés là-dessus. Et pour imaginer ces futurs possibles, on fait ce qu'on appelle des scénarios. Donc là, je vais vous présenter 3 scénarios, parce qu'on n'a pas le temps, mais certaines études en ont 10, 15, 20, etc. Mais avec 3 scénarios, ça suffit largement pour bien déceler ce qui peut se passer. Et parmi ces futurs possibles, les différents scénarios, eh bien, les responsables politiques, mais aussi les responsables d'entreprises, les consommateurs citoyens, etc., sont appelés à faire un choix pour essayer d'améliorer la situation. Et la prospective commence toujours par aligner ce qu'on appelle les variables clés. Il est évident qu'en termes d'alimentation, parce que chaque individu est un consommateur, c'est la population. Donc là, les prévisions à 2050 sont assez sûres. On va frôler les 10 milliards d'habitants en 2050, hein, contre 7,6 aujourd'hui, milliards. Et donc on doit nourrir 2 milliards 200 millions de personnes de plus 30%. Hein. Et ce qui est très notable là-dedans, c'est que c'est l'Afrique qui est le continent qui va le plus progresser. La population africaine va dépasser 2 milliards d'individus en 2050 contre un peu plus d'1 milliard aujourd'hui. Hein. Deuxième caractéristique, ce sont des citadins principalement. Les 3/4 de l'humanité va vivre en ville en 2050 et dont la moitié dans des mégalopoles, des très très grandes villes de plus d'1 million d'habitants. Alors les 7 autres variables clés, c'est la santé et l'alimentation, évidemment, hein, qui sont directement liées à la démographie, hein, ce que j'ai expliqué. Bon, la question de la gouvernance, j'ai pas le temps d'évoquer ça, je l'ai esquissé en disant la financiarisation, c'est quelque chose de dangereux. Hein. Le changement climatique, j'en ai pas encore parlé, mais c'est une véritable catastrophe annoncée, parce que la production va être impactée. La production alimentaire va être fortement impactée.
c'est-à-dire les rendements vont diminuer, mais aussi il y a le phénomène de déplétion nutritionnelle. On s'est aperçu qu'avec un réchauffement climatique, la composition nutritionnelle, la qualité nutritionnelle des aliments va diminuer. Les ressources fossiles sont en voie d'épuisement, les ressources naturelles sont menacées. En ce qui concerne l'information, voilà, il y a un tas d'articles actuellement là-dessus sur le big data. C'est un phénomène extrêmement inquiétant, hein, puisque on va laisser dans la main d'une poignée de très grandes firmes, très puissantes, très très riches. La capitalisation de Google, c'est presque 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont une fortune. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. En particulier, ils peuvent acheter les gouvernements, etc. Il faut absolument encadrer ça, parce que ça peut servir de façon, comment dirais-je, dévoyée, et comme on le voit pour les élections, les dernières élections présidentielles aux États-Unis, mais aussi comme on peut le voir dans ce qu'on appelle la persuasion du consommateur pour acheter des choses qui peuvent être dangereuses pour lui. Alors, on est dans la prospective, donc là j'ai trouvé des scénarios, enfin des projections de l'OMS à l'horizon 2030, et ça prolonge ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Vous voyez, on s'attend à ce que le diabète de type 2 progresse de 43% entre 2015 et 2030. Les cancers du côlon et du rectum, dont les causes alimentaires sont avérées, plus 30%. Ensuite, vous avez l'hypertension, enfin tout ce qui est cardiovasculaire, etc. Tout ça va progresser. En gros, si vous voulez, les maladies d'origine infectieuse peuvent diminuer, mais on a des inquiétudes parce que la tuberculose est en train de réapparaître, par exemple. Mais par contre, il y a une quasi-certitude, c'est que les maladies non transmissibles ou les maladies chroniques vont fortement progresser. Alors, les trois scénarios. Le premier, c'est un scénario qui est fondé sur le paradigme techno-marchand, c'est-à-dire c'est une, comment dirais-je, une croyance en la construction d'un avenir meilleur par la technologie et par le marché. Hein, c'est le couple, j'allais dire le couple infernal, ce serait un peu sévère, mais donc les hautes technologies associées au marché le plus libre possible, eh bien ça va permettre d'atteindre l'immortalité. Je simplifie beaucoup, c'est ce qu'on appelle la théorie transhumaniste. En fait c'est, on améliore la longévité des humains, ce qui est quelque chose de tout à fait respectable et souhaitable, mais en artificialisant de plus en plus l'homme. Hein, c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté, etc. Alors, dans le domaine alimentaire, ça se traduit par l'artificialisation croissante des aliments. Par exemple, Nestlé, si vous discutez avec eux, ils vous disent on sait qu'on fait de la junk food. Hein, mais nos laboratoires travaillent sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle, mais non pas par, comment dirais-je, des éléments naturels empruntés à la nature, mais par l'adjonction de compléments alimentaires qui vont permettre... et ça, c'est que ça converge avec un autre mouvement qui est ce qu'on appelle l'alimentation fonctionnelle. Donc, vous savez aujourd'hui que vous pouvez obtenir votre génotype pour 200 $, ou 300 $, c'est pas cher. Hein. Et à partir du génotype, les grandes firmes comme Nestlé sont en train d'imaginer un design d'aliments, une conception d'aliments adaptés, non pas à chaque individu, mais à ce qu'on appelle la segmentation de la population en classes marketing qui vont donc avoir cette alimentation. Bon, on le voit déjà d'ailleurs avec les aliments pour sportifs ou les aliments pour le troisième âge, etc. Mais c'est quelque chose d'artificiel. Hein. Bon, dans la technologie, c'est un peu ce que j'ai indiqué, mais avec un facteur peut-être 2 ou 3 au début sur l'agro-industrie. Hein. Donc concentration, financiarisation, avec les externalités négatives, c'est-à-dire les impacts nuisibles hein, sur, j'en ai pas encore parlé, mais c'est dramatique, l'exode rural. Ce système est basé sur une très faible population active dans l'agriculture. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a 2,5 milliards de personnes sur la planète qui vivent de l'agriculture, c'est énorme. Hein. Et ces gens-là disent, oui, mais on n'a pas besoin d'autant de productifs dans l'agriculture, puisque au Canada, aux États-Unis, en Europe, on a 2% de la population active totale qui est dans l'alimentation, et non seulement on produit suffisamment pour nous, chaque pays, mais en plus on peut exporter. Donc c'est vraiment un raisonnement absurde, évidemment, hein, puisqu'on dit on va mettre la population mondiale à 2% dans l'agriculture, au lieu, aujourd'hui, c'est 30 ou 40%. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait des centaines de millions de travailleurs agricoles
qui vont évidemment plus avoir de job dans l'agriculture. Où est-ce qu'on les met? On va les mettre dans le big data, on va les mettre dans l'industrie, il va y avoir de plus en plus de robots, etc. C'est une vision évidemment à très courte vue qui est extrêmement dangereuse. Bon, ensuite j'ai parlé des autres externalités négatives. Alors évidemment, ces grandes firmes qui ont beaucoup d'argent, elles commencent par faire du greenwashing, ça coûte pas cher, hein, c'est-à-dire une espèce d'habillage, de verdissement, comme on dit en français. Et puis on pratique alors l'optimisation fiscale. En fait, l'optimisation fiscale, ça consiste tout simplement à utiliser les règlements pour payer le moins d'impôts. Hein. Donc là-dessus, il peut y avoir une discussion éthique. Hein. Et l'optimisation marketing, c'est le harcèlement commercial, en fait. Hein. C'est le matraquage pour augmenter le chiffre d'affaires. Alors voilà quelques-unes des pistes explorées dans le modèle agro-industriel. Hein. Bon, c'est intéressant aussi, hein, parce que bon, les tours, vous en avez à Montréal, je crois que c'est des tours maraîchères, hein, production de légumes. Le modèle classique, c'est de nourrir les villes avec la ceinture verte maraîchère. C'est-à-dire les maraîchers qui sont installés autour de Montréal ou de Québec ou de Détroit aux États-Unis, etc. Alors évidemment, ces ceintures maraîchères vont disparaître. Hein. Alors en termes de produits, il y a les produits complètement artificiels, c'est-à-dire le steak 3D. Hein. Vous mettez des poudres dans une imprimante 3D et vous sortez un beau steak comme ça. Hein. C'est un peu cher, ou le lait complètement artificiel. Alors c'est intéressant parce que c'est en atmosphère contrôlée, totalement contrôlée, et donc il n'y a pas de maladie, comme sur les plantes ou les animaux, et puis les rejets sont maîtrisés, hein. Il y a moins de pollution. Mais évidemment, ça coûte encore très très cher, et nulle part je n'ai vu la question, mais est-ce que ça a bon goût? Et je n'ai pas vu non plus la question, est-ce que c'est bon pour la santé? Tout ce qu'on sait, c'est que là, il y a un bénéfice environnemental. Hein, voilà. Alors voilà, bon, ça c'est français, mais bon, ça vient de la Silicon Valley. C'est les boissons nutritives complètes, hein, elles sont très équilibrées, formidables. Donc vous mettez de la poudre, un peu d'eau, et vous avez un repas complet qui répond aux prescriptions des nutritionnistes. Hein. Donc moi je dis, préparer en 3 secondes, absorber en 3 minutes. C'est formidable parce qu'on gagne du temps. Les entreprises sont contentes parce qu'on va perdre moins de temps, si je puis dire, pour les repas. Hein. Bon, tout ce mouvement est très critiqué. Là, je rappelle, c'est une ONG qui dit ça, que la nutrition, c'est pas les affaires, hein, c'est pas la même chose. Hein. Bon, il y a aussi un think tank qui est très intéressant, qui s'appelle IPES Food, là, qui dit too big to feed, hein, c'est-à-dire que ces usines gigantesques, etc., eh bien finalement, elles ont du mal à obtenir la qualité requise par les consommateurs. Alors justement, le consommateur est en train de changer. Vous voyez ici, dans le graphique, le marché du bio, des produits bio, hein, en France, depuis, disons, 2000 jusqu'à 2016. Vous voyez que c'est un marché qui n'existait pas en 2000, il a littéralement explosé. Aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards d'euros. Il y a aussi des contestations du côté des supermarchés, hein, parce que ce sont des magasins dans lesquels on ne peut pas choisir de façon correcte et objective ces aliments. Et Thermomix, c'est quoi? Ça traduit le retour justement de la fabrication des repas, des menus à domicile avec des robots ménagers, etc. Très intéressant. Donc ça veut dire que la gestion du budget des ménages, elle est en train de changer. On va vers les produits à bénéfice santé et à bénéfice environnemental. Et puis aussi, on accepte, parce que les aliments hyper industrialisés sont révélés mauvais pour la santé, on accepte de réinvestir du temps, ce qui était le cas il y a 50 ans ou 100 ans, on passait beaucoup de temps à faire l'alimentation. Alors, comme ce scénario que je viens de critiquer a beaucoup d'aspects négatifs, eh bien, les chercheurs essayent de voir ce qu'on peut faire en changement de paradigme. Le changement de paradigme, ça consiste tout simplement à dire on va piloter le système non pas avec la valeur marchande unique, business, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais avec les 3 valeurs du développement durable que vous connaissez. Il y a certes la performance économique, mais il y a aussi la performance écologique, respect de l'environnement, etc. Et puis il y a la performance sociale, c'est-à-dire l'équité, la qualité, etc. Et si vous mettez ces 3 valeurs, évidemment, le modèle d'affaires va changer complètement. Parce qu'il n'y aura pas eu l'obsession de comprimer les coûts
au niveau des industriels, c'est-à-dire de faire le moins cher possible et de ne pas regarder la qualité, de ne pas regarder la pollution, de ne pas regarder les dégâts sur la santé, etc. Et vraiment, ça, c'est indispensable. Deuxièmement, c'est de dire la souveraineté alimentaire plutôt que la dépendance externe. La souveraineté alimentaire, c'est ce qu'on appelle le droit des peuples à choisir leur nourriture. En gros, c'est ça. Et à produire leur nourriture aussi. C'est-à-dire que on va, dans cette perspective, on encourage la production locale pour nourrir les habitants d'une région, d'un pays, plutôt que d'importer n'importe quoi et à n'importe quel prix, et de subir les crises alimentaires que j'ai évoquées. Quand le prix du riz est multiplié par 3, comme en 2008, il y a les émeutes de la faim. Les ménages les plus pauvres sont complètement, déstabilisés et en grande difficulté. Et on privilégie les territoires, le local plutôt que le global. Alors comment est-ce qu'on fait? Par la triple proximité. Évidemment en innovant, parce que ce modèle, il est en construction, il faut beaucoup d'innovation. Ce n'est pas la reproduction du passé, évidemment. Donc notamment, on abandonne l'agriculture industrielle et on passe à l'agroécologie. Dans l'industrie, on prend en compte tous les critères du développement durable pour fabriquer les aliments, et puis on privilégie des circuits courts par rapport à des circuits longs. Et ceci, ça se fait à travers des réseaux de micro-entreprises et de PME, plutôt que sous l'oligopole, la domination d'une poignée de très très grandes firmes. Bon, les producteurs, je passe parce que j'ai pas le temps. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des innovations dans le modèle techno-marchand. Ici, on fait une rupture avec l'approche artificialisante et on a des innovations qui sont plus sociales, prise en compte du social, plus équitables, plus frugales, c'est-à-dire dépensent moins d'énergie, d'intrants, etc. Alors, il y a quand même un inconvénient, si vous voulez. On a réussi à faire des expérimentations sur ce modèle, on nourrit mieux avec de la meilleure qualité, etc. Et on paye mieux les paysans, etc. Bon. Mais les produits vont être plus chers. La qualité, ça se paye. C'est-à-dire que quelque part, il faut une réflexion sur l'affectation du budget des ménages. L'efficacité énergétique et environnementale, elle est à confirmer. Le modèle agro-industriel est d'une redoutable efficacité énergétique et environnementale sous réserve des investissements adéquats. Et puis, il y a un problème dans ce scénario qui est plutôt basé sur une multiplicité d'acteurs de taille humaine, de taille réduite. Il faut les coordonner et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'individualisme. Alors, je vous donne un exemple ici qui est remarquable. J'ai découvert ça au Bénin, c'est quelque chose d'assez fantastique parce que ce Godfrey Nzamoujo, là, qui est un père dominicain, docteur en biologie, il a inventé ça en 1983. Il a inventé l'agroécologie, en fait, qui est une combinaison des productions végétales, animales, avec la forêt, la pisciculture, et avec la production donc, de bioénergie. On a des expériences similaires un peu partout dans le monde. En France, on a les fermes de Figeac, vous voyez, ça a été créé à peu près à la même époque, en 1985. Ça, c'est des filières complètement innovantes qui n'existaient pas. Un boulanger du sud de la France a bien vu que la demande en pain bio explosait. Et il a dit, on ne trouve pas de pain bio, moi je vais faire une filière bio. Donc il a encouragé les agriculteurs à faire du blé bio, certifié bio. Il a trouvé un meunier pour faire la farine bio. Et il a installé un réseau de boulangeries bio. Bon, ça, c'est les innovations en matière commerciale. Il y a de plus en plus de coopératives de consommateurs qui sont des nouvelles formes de commercialisation en substitution aux supermarchés. Alors, le scénario 3, ça va être la cohabitation. C'est-à-dire que, parce que c'est le principe de réalisme, on ne peut pas abandonner un modèle et puis passer à un autre comme ça de façon brutale. Il va y avoir donc une adaptation sous contrainte, sous réserve que la loi évolue pour contraindre les gens de l'agro-industrie à faire évoluer leur production, notamment dans le sens d'une meilleure qualité des aliments. C'est pas évident. Et puis, il faudra une croissance soutenue du modèle alternatif. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai indiqué, les aliments sont plus chers. Donc il faut trouver une solution pour diminuer le coût de fabrication des aliments à forte durabilité. Oula, je m'aperçois que je suis très en retard. Je parle encore 5 minutes, ça va, non? C'est bon. Alors, repenser, ouais. Moi, je commence à tout seigneur, tout honneur. On a fait en 2015 un colloque, je crois que c'était ici à Montréal.
et où il y a eu une déclaration, vous savez, à l'issue des colloques, on aime bien faire signer une déclaration. Donc c'est pour la promotion des initiatives locales d'alimentation responsable et durable et l'émergence de systèmes alimentaires territorialisés. Donc ça, c'est le modèle alternatif. Bon, ça, j'ai trouvé ça remarquable. C'est la Banque mondiale qui écrit ça. Enfin, c'est l'Institut de développement de la Banque mondiale. Mais c'est exactement ce qu'il faut faire, parce qu'en Europe, par exemple, on a une politique agricole qui encourage la production de junk food. En gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'on subventionne les oléagineux fortement, alors que les oléagineux, l'excès d'oléagineux, l'excès de lipides est mauvais pour la santé. Et donc, il faut réguler ça. Et le marketing, je crois que le marketing est très pernicieux. Il y a des tas d'initiatives. Par exemple, en 2015, le pacte de Milan, durant l'Expo universelle de Milan, qui était consacré à nourrir le monde, il y a 150 maires de grandes villes, dont celui de Montréal d'ailleurs, je crois, qui ont signé un pacte pour une politique alimentaire durable. Il y a des programmes de gouvernance alimentaire urbaine, dont le système alimentaire de Montréal. Au Costa Rica, qui est un pays très avancé, de ce point de vue-là, c'est formidable. C'est le premier pays au monde qui va sortir une loi qui va s'appeler Droit à l'alimentation et sécurité alimentaire. Et en France, on a eu les États généraux de l'alimentation et on est en train de discuter au Parlement une loi sur l'alimentation durable. Alors j'ai vu que vous avez aussi une loi sur la politique alimentaire du Québec, mais c'est une loi qui est très très loin, d'ailleurs comme la loi française, elle est très très loin de ce qu'on peut souhaiter en termes d'alimentation durable, pour le moment. Alors j'en arrive à la conclusion. Oui, quand on veut améliorer l'alimentation, on a deux préalables, très importants. Premièrement, l'aliment, c'est un bien polysémique, c'est-à-dire qu'il y a différentes facettes. Et certes, il est marchand parce qu'on achète notre alimentation dans les supermarchés, mais il est aussi non marchand. Il peut y avoir une production d'alimentation complètement en dehors du marché et des circuits d'autoconsommation. C'est biologique, certes, mais aussi culturel. C'est individuel et collectif. C'est pour ça que dans la théorie institutionnaliste, on parle d'alimentation bien commun. Et je crois que c'est une approche très intéressante. Alors, si on adopte cette vision polysémique de l'alimentation, il faut reconfigurer de façon importante les politiques en matière d'alimentation. Voilà, je crois que ça, c'est un nutritionniste français qui a dit ça, et il a tout à fait raison. Alors, il y a certes les besoins biologiques, c'est-à-dire il faut manger pour vivre, c'est tout à fait naturel, mais il y a deux autres dimensions qui sont très importantes. D'abord, il y a la dimension plaisir. Là, c'est les qualités gustatives, etc., qui enchantent les consommateurs. Et puis, il y a une troisième dimension, qui est la dimension de convivialité autour du repas. Très important, et ça se perd. Par exemple, la poudre énergisante, là, on le consomme tout seul. Donc, la dimension. Et d'ailleurs, on s'est aperçu, on a fait des études là-dessus, les sociologues ont montré que la productivité dans les entreprises baisse. Pourquoi ? Parce que dans les lieux d'échange, autour du repas, la créativité augmente, les suggestions d'amélioration, etc. Alors, il faut commencer par faire une clarification des objectifs. C'est ce qu'on a fait en France avec les États généraux de l'alimentation, mais ça a été, disons, biaisé, et j'ai fait un article assez sévère là-dessus. Je crois que c'était un peu une mascarade quelque part, mais toujours est-il qu'il en sort un projet de loi sur l'alimentation durable, ce qui est une bonne chose. Ensuite, il faut configurer une politique alimentaire. Une des grandes difficultés que nous avons, c'est que l'alimentation, elle dépend de plusieurs ministères. L'agriculture, la santé, l'éducation, etc. Et il faut absolument mettre en place une commission interministérielle pour définir la politique alimentaire. Bon, et puis alors le consommateur, c'est fondamental. Bon, évidemment, on est dans une université, donc vous comprenez ça, mais tous les interlocuteurs ne comprennent pas ça. Donc il faut réinjecter un programme éducatif sur l'alimentation, depuis la petite école jusqu'à l'université du troisième âge. Il faut retrouver la mémoire de l'acte alimentaire qui s'est complètement perdu avec l'industrialisation et l'artificialisation. Il faut faire des actions de communication de masse génériques, comme on dit, c'est-à-dire l'éducation nutritionnelle par les médias, mais ça coûte cher. Et donc pour ça, il faut mettre une taxe sur la pub commerciale pour alimenter des programmes éducatifs sur les écrans. Et puis il faut traiter de la précarité alimentaire. En France, on a 10% de personnes qui sont en difficulté alimentaire. En précarité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez à manger. Et comme j'ai indiqué que dans le scénario alternatif, le prix des aliments va augmenter,
il faut absolument trouver une solution qui peut être des transferts, etc. Oui, alors sur l'information nutritionnelle, le gouvernement français a réussi à imposer aux industriels, ça a été très dur, ce qu'on appelle le Nutri-Score. Donc ça, c'est facultatif pour l'instant, ça pourrait devenir obligatoire. Des pastilles sur tous les paquets d'aliments. Si c'est vert, le consommateur peut consommer en toute quiétude. Si c'est rouge, attention. Alors pour les producteurs et les distributeurs, il faut réorienter la recherche publique. La recherche publique partout, notamment en France que je connais bien, l'Institut de recherche agronomique, il travaille sur encore le modèle intensif, productif, pollueur, etc. Et il a beaucoup de mal à se réorienter vers l'agroécologie et le développement durable. Il faut qualifier les produits par des labels, notamment. Et puis moi, ce que je suggère, c'est qu'il y ait des taxes fiscales sur les aliments qui sont bons pour la santé, qui soient très faibles. Et au contraire, surtaxer les sodas, enfin toute la junk food. Et on a commencé timidement à faire ça en France, mais les lobbies industriels ont tout de suite arrêté la démarche. Et puis il faut orienter les formes de gouvernance, si vous voulez, du futur, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est pas les sociétés anonymes par action. Voilà. Et je termine par Einstein, j'ai trouvé ça fabuleux, parce que il est évident que si vous avez encore aux commandes, comme on dit, dans la gouvernance, les tenants de l'agro-industrie, rien ne va changer. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'ils freinent beaucoup. Et il faut donc changer radicalement. C'est pour ça qu'on parle de changement de paradigme, pour vraiment faire évoluer les choses. Merci de votre attention.